Qu'est-ce qui l'a conduit à ce geste? Je peux pas répondre à cette question puisqu'on n'est pas dans la tête de ceux qui font cet acte-là. Après, c'est une pression financière, administrative, voilà, qui est sur le dos des agriculteurs constamment. Ça s'est passé le 27 octobre 2017. Je l'ai perdu de vue 5 minutes après avoir passé la matinée à travailler avec lui et son frère. Tout allait bien, il était très fatigué, mais tout allait bien. On s'est assis sur le banc dans notre cour. On a ri, on a parlé travail. Il m'a embrassée, je l'ai perdu de vue 5 minutes. Et grâce à son téléphone, on l'a retrouvé pendu, assis dans un de nos greniers où moi j'allais jamais. Il ne m'a rien laissé pour expliquer son geste. Il y avait juste une photo de lui et moi en dessous de son oreiller au quotidien et je lui avais écrit un mot. Et quand je l'ai retrouvé, cette photo, la première nuit que j'ai passée sans lui, il avait marqué « Profite de la vie, je t'aimerai toujours ». Aujourd'hui, un agriculteur, oui, préfère se tuer que d'abandonner son exploitation agricole, surtout si ça vient des générations d'avant. Nous, c'était la 3e génération. Je ne dis pas que c'est plus facile pour un agriculteur qui reprend derrière quelqu'un qui est un simple étranger, mais pour quelqu'un qui reprend derrière son père, son grand-père, voire même son arrière-grand-père, c'est juste une honte parce qu'ils se disent moi, mes ancêtres, ils ont réussi et moi, j'y arrive pas. Alors pourquoi moi, j'y arrive pas? Mais c'est pas lui qui n'y arrive pas, c'est le système qui fait qu'on n'a pas assez d'aide pour réussir à vivre de notre métier. Donc, ils n'ont pas le choix, en fait. Leur choix, c'est de mourir et on les laisse mourir. Avec Augustin, on s'est rencontrés le 30 mars 2008. Notre rencontre, ça a été un coup de foudre et on s'est mariés au bout de 3 ans de relation et on ne s'est plus jamais quittés. On travaillait ensemble du matin au soir. Et les quotidiens sur l'exploitation, c'était déjà réservé aux bêtes exclusivement, du lundi au dimanche, non-stop. On sait à quelle heure on se lève, mais on ne sait pas du tout à quelle heure on se couche. C'est ça qui est très fatigant, jusqu'à un moment où on se rend compte qu'on travaille, mais en plus de nous, que nous, on ne se verse pas de salaire, mais on n'arrive même pas à payer nos factures. Et voilà, même si on s'acharne, c'est ce qui nous fait le plus mal. En 10 ans de vie commune, on a pris un week-end à Paris. Même le jour de notre mariage, mon mari, il a travaillé le matin. C'est son frère qui s'est occupé de l'exploitation le soir et le dimanche matin. Mais le dimanche soir, on était de retour sur l'exploitation. Quand on a un élevage, on est tenu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix on ne peut pas s'absenter des heures comme ça sans qu'il y ait derrière des conséquences. Quand on est en mise bas, une truie, elle peut mettre bas à 15 heures comme à 3 heures du matin et on est obligé de rester à ses côtés parce que si ça se passe mal, on perd tout ce qu'il y a en elle, on perd les porcelets, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 20, et on perd la truie et c'est une perte de 2 000 à 3 000 euros et une exploitation comme la nôtre, c'était énorme de perdre autant d'argent. La première tentative de suicide a eu lieu le 28 février 2016. On est allé chez le médecin le lendemain matin. Il était complètement dans le déni, il n'en parlait pas. Il disait qu'il était fatigué et qu'il en avait marre de son travail, mais il ne parlait pas du tout. Hier, j'ai pris une corde et je me suis pendue. Non, ça, c'est moi qui l'ai dit au médecin. C'est moi qui ai dit au médecin. Voilà, hier, à minuit, je l'ai retrouvé pendu à une poutre. Je l'ai décroché et la phrase qu'il m'a dit, c'est « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Moi, je me sentais complètement impuissante face à ça. C'était tous les jours, c'était un combat. C'est-à-dire qu'à 22 ans, 23 ans, je me battais pour garder mon mari en vie et que je partais travailler avec cette boule au ventre de est-ce que je vais retrouver mon mari à table en train de m'attendre pour dîner quand je rentrais à 20 h le soir ou est-ce que je vais le retrouver à nouveau mort dans un de nos bâtiments ou dans notre maison. Et ça, c'est juste invivable. On a reçu 2 mises en demeure en l'espace d'un mois, dont la dernière lettre où c'est lui qui l'a réceptionnée alors qu'il n'allait jamais au courrier. Et cette mise en demeure, c'était marqué que si sous 8 jours la somme n'était pas payée, on allait être saisi. Ensuite, on avait une terre mise à disposition gratuitement par la SAFER qui nous a été enlevée 15 jours avant son décès. Donc on perdait quand même un peu plus de 6 hectares et c'est important pour une exploitation comme la nôtre où on n'a que 50 hectares de perdre 6 hectares. Il ne s'est pas suicidé, il a été tué. C'est un mot assez fort, mais c'est pour faire comprendre aux gens que c'est de la non-assistance à personne en danger de laisser mourir les agriculteurs comme ça tous les jours sans que personne ne bouge. Donc oui, ils sont tués par le système, mais c'est pas que mon mari, c'est tout le monde.
C'est tous les agriculteurs en France qui sont tués par ce système de non-aide et voilà, c'est les pousser à faire plus mais avec de moins en moins de moyens et c'est juste pas possible. Quand un agriculteur se suicide sur son lieu d'exploitation et que son épouse en fait la demande ou son mari, quand c'est des agricultrices qui se suicident aussi, il ne faut pas oublier que les agricultrices font le même acte aussi, c'est reconnu en accident du travail. Sauf que si c'est fait le même acte mais dans leur maison personnelle, c'est reconnu comme un suicide lambda, donc c'est pas comptabilisé dans les accidents du travail dû au métier d'agriculteur. Au début, il y a encore une semaine, on disait que c'était un agriculteur tous les 2 jours. Pour ma part, je pense que c'est plus d'un agriculteur par jour qui se suicide. Il y en a eu un hier, il y en aura peut-être un ou deux aujourd'hui et il y en aura un ou deux demain. Et il faut que ça s'arrête.